Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout le monde l'aura remarqué. Cette dernière semaine a connu comme une accélération de plusieurs facteurs, jusque-là latents, jusque-là neutres, et qui se manifestent en pic désormais. Une accélération qui n'est pas du tout dans le bon sens. Des lignes bougent et on sent comme une recomposition dans l'air. Des pièces maîtresses se mettent en place, des pions sont sacrifiés, un général sécuritaire est libéré de prison, un autre serait sur la liste des libérables, l'ex-Rabb Zaïr serait hospitalisé entre guillemets dans un hôpital militaire. On parle déjà d'une grande réconciliation. Mais il y a aussi le robinet des palabres qui est en plein débit, le tapis rouge de certaines réhabilitations déroulées, la pandémie qui connaît une hausse très alarmante, le secteur de la santé qui fait eau de toutes parts, les services habituels de l'État, comme ceux de la Poste, des banques, sont sursollicités et se sont littéralement effondrés, au point de ne plus pouvoir permettre aux gens de retirer des liquidités pour faire manger leurs enfants, tout simplement. Et c'est la débandade donc des services publics dont on découvre sans surprise, n'est-ce pas, qu'ils n'étaient fondés que sur du vent, qu'ils n'étaient qu'un faux semblant, sans organisation adéquate, sans hiérarchie compétente, sans support suffisant, sans perspective, sans prévision qui puisse tenir compte des sinistres, des complications, des effets pervers. Des services publics qui naviguent à vue, à la goudie et au jour le jour, où les relations avec l'administré ont toujours été marquées par le syndrome de l'indigène, que l'on dote d'une vache à lait de circonstance, à la différence que c'est en l'occurrence une vache à lait qui donne du lait au compte-gouttes, dans le même temps qu'elle consomme du foin par bottes entières. Mais c'est l'inquiétude aussi d'une population qui semble découvrir qu'elle est désormais livrée à elle-même, alors que les vraies difficultés ne font que commencer. Envoler les promesses de Tebboune d'une fin de la pandémie à la fin avril, parti en fumée ces déclarations, qui se voulaient rassurantes et qui affirmaient que la pandémie était sous contrôle, que les hôpitaux étaient en mesure de prendre en charge toutes les personnes atteintes, que les lits disponibles, les lits de réanimation et les respirateurs étaient très largement suffisants et que ceux qui osaient affirmer le contraire étaient donc des médisants, des gens animés d'intentions troubles qui ne cherchaient qu'à semer la panique au sein de la société. Et il ne s'était pas contenté de ne faire que des déclarations de genre « tout va bien », M. Tebboune, puisqu'il avait poussé le bouchon jusqu'à invoquer une sourate du Coran pour stigmatiser les membres du personnel de la santé qui avaient osé faire des vidéos sur la vraie situation des hôpitaux. Parce qu'en bon vieil apparatchik, n'est-ce pas, M. Tebboune est dans l'inusable logique des villages potemkines. Tout allait donc bien dans le meilleur des mondes, au point où M. Tebboune allait tenter de faire croire que le répit qu'avait laissé la pandémie à l'Algérie était en fait du seul mérite de l'État, qui avait su, nous avait-il dit, mieux que les plus grandes puissances mondiales, assurer avec une grande efficacité une lutte remarquée et remarquable contre le fléau. Bercé donc par ce quoi il avait fini par croire lui-même, M. Tebboune allait vite se réveiller de ses doux rêves. La pandémie allait sonner la fin de la joyeuse récréation et soulever le couvercle de tout ce qui bouillonnait dans la marmite. Les Algériens qui s'étaient laissés bercer par les rodomontades du Raïs n'allaient pas tarder à comprendre qu'on ne lutte pas contre une telle pandémie comme on exorcise
Généralement chaque samedi, sauf fait saillant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Lamia Boudissa, médecin à Alger, Adel Jabbar, analyste politique au Canada, Abdou Benjoudi, analyste politique depuis Paris. Alors, nous allons commencer par essayer de discuter un peu de cette interview que M. Tebboune a accordée à des journalistes algériens. J'aimerais qu'on nous prépare ce petit clin d'œil des journalistes algériens que nous allons montrer dans un peu de temps. Alors, Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Bienvenue à vos invités, à notre peuple. Merci. Alors, Adel Jabbar, d'abord sur ce sujet de l'interview de M. Tebboune, que M. Tebboune a accordé à deux journalistes algériens, dont tout le monde a remarqué que cette interview a été l'occasion de débiter des outrances à peine imaginables. Alors, votre sentiment général sur la question? Non, mon sentiment est que ce monsieur-là, en plus d'être un menteur invétéré, donc il est dans la mythomanie la plus pathologique, et donc il débite n'importe quoi, et il ne fait pas attention à ce qu'il dit, ou les gens qui le conseillent lui donnent de très mauvais conseils, de très mauvais chiffres. Et puis, à la limite, je considère cela comme étant du mépris pour les gens qui l'écoutent. Donc, quand il sort des chiffres comme ceux de l'agriculture qui avoisineraient les 25 milliards de dollars d'export, alors que la valeur productive agricole algérienne ne dépasse pas 3 milliards de dollars, le PIB de l'Algérie a eu une croissance de 0,08 entre 1998 et 2018, soit 20 ans. Il a progressé de 12 à 12,8%. Et c'est un secteur qui emploie 25% de la population active algérienne. Cela démontre l'état de sous-développement global de notre économie. Dans les pays développés, le secteur agricole n'emploie pas plus de 3% de la population. En Californie, c'est 3% de la population qui nourrissent ou qui produisent 30% de la production mondiale agricole. Alors donc, que nous ne sommes plus un pays à vocation agricole. D'ailleurs, nous ne sommes plus un pays ni à vocation agricole, ni à vocation industrielle, ni à vocation touristique, ni à quelque vocation qui soit. Non, il n'y a plus de vocation. Non, il n'y a plus de vocation. Il y a une seule vocation, c'est la rente, la rapine et la dilapidation de tous les biens publics. Donc, nous avons aujourd'hui la chance, avec ce Covid-là, de voir le visage nu, hideux, de ceux qui ont conduit les affaires de ce pays depuis 1962 et qui nous ont menés dans cette catastrophe. Donc, c'est des gens catastrophiquement incompétents. Et Tebboune en est le modèle parfait. Donc, nous allons essayer de faire un tour de micro, un premier tour de micro assez bref. Abdou Benjoudi, merci d'être avec nous. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, bonsoir. Alors, Abdou, même question sur cette interview, cette très étrange interview. Écoutez, franchement, je l'ai vu en différé parce que comme tout analyste ou militant politique, on doit voir, lire et écouter ce que dit le chef de l'État. Que voulez-vous que je vous dise ? Je n'étais pas très fier, je n'étais pas très content, ça ne m'a pas fait... ça m'a pas rassuré du tout parce que il est resté quand même très vague. On sait très bien que c'est un chef d'État, très très mal élu, voire pas du tout. Quand on se rappelle ce qui s'est passé le 12-12, on espérait qu'il soit un peu plus entreprenant, qu'il prenne des initiatives, qu'il essaye de gagner une sorte de légitimité en faisant des gestes très forts, de montrer une sorte de changement à l'intérieur des appareils de système. Il n'y avait rien de cela. Des journalistes qui étaient dans la compromission, des journalistes qui ne posent pas de questions. Justement, nous allons y venir. Pour ce qui est des journalistes, nous allons y venir.
On y reviendra. Mais en tout cas, en gros, c'est quelqu'un quand même qui nous donne l'image, enfin, c'est une image de ce qu'est le système politique algérien. Une incompétence catastrophique, hein, pour redire ce qu'a dit le monsieur, une incompétence avérée. C'est juste incroyable de voir ça en 2020 avec une jeunesse tout éblouissante aujourd'hui dans la société algérienne, un hirak extraordinaire, des compétences par milliers, par dizaines de milliers à l'étranger, dont monsieur et beaucoup d'autres. Voir un chef de l'État tenir un discours pareil, très vague, très soft, on dirait qu'il était en 1986. Voilà, c'est le vieux monde. On dirait qu'il s'adressait à un vieux monde. Il oublie. Et nous allons justement, Abdo, revenir sur certains points de cette interview extraterrestre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui incite M. Tebboune à aller dans de telles outrances. Lamia Boudissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai laissé en dernier parce que j'espérais que la régie pourrait régler le problème du Skype, mais il semble que non. Lamia Boudissa, merci d'être avec nous. Vous êtes donc avec nous au téléphone. Tout le plaisir est pour moi, M. Benchenouf. Merci. Alors, Lamia Boudissa, qu'est-ce que cette interview vous a inspiré? Mais écoutez, moi je vais être caricaturale. Quand je vois, il n'y a pas que l'interview, hein, quand je vois les télévisions, qu'elles soient étatiques ou privées, j'ai l'impression qu'il y a l'Algérie où je vis moi et le reste du peuple, et l'Algérie qu'ils me font miroiter. Je vous dirais que j'ai presque l'impression de vouloir aller à cette Algérie, il y a aucun harrada. C'est tellement bien dit. C'est tellement... Et nous qui sommes de l'autre côté de la frontière, on a fermé les yeux et on s'est rêvé en train de faire la harga inverse pour retourner dans ce pays, cet Eldorado que nous a décrit M. Tebboune avec son talent habituel de la persuasion. Ben oui, c'est Alice au pays des merveilles. Alors, nous allons voir d'abord donc un petit clin d'œil sur ces journalistes qui lui ont posé des questions et nous allons essayer d'abord de parler de ces journalistes, d'essayer de comprendre ce que c'est que cette attitude de journalistes qui n'ont même pas osé poser la question à M. Tebboune sur leurs propres confrères incarcérés juste parce qu'ils ont fait leur travail de journaliste. Nous allons les regarder. شكرا جزيلا على إعطائنا أنا وزميلي محمد عبدون هذه الفرصة لطرح مجموعة من الأسئلة والانشغالات التي نقدر أن الرأي العام ينتظر الرد عليها بالكثير من التفاصيل. كان فيه تشخيص حقيقي للمرض. صحيح. إذا ما درناش تشخيص حقيقي نبقوا يعني نمشيو في أمور اللي ربما تخلينا على جانب الواقع الوطني. بالنسبة للاقتصاد راه بين قوسين. صحيح. يعني لازمت باللي تصدوا لها حاولنا فيه مواد أولية مكدسة واللي يشتغلوا تقريبا ما عندهمش هما ما عندهمش توفير. صحيح. يعيش بالمدخول اليومي نتاعو. صحيح. هادو ناخذوا معاهم ان شاء الله قرارات اللي تفرحهم ان شاء الله. ان شاء الله. ليش تاثر على مستوى المعيشي نتاع اطفاله وابنائه هذه. اذا نشوف.
شكرا لكم على هذه التوضيحات الكثيرة. شكرا على الكثير من الصراحة التي تكلمتم بها للجزائريين. نتمنى أنه أيضا طرحنا الأسئلة التي يجب أن تطرح. شكرا لك، كثير من الشكر على الفرص التي تتيحها للإعلاميين ولوسائل الإعلام. أنا مثل ما قلت لكم Adel Jabbar, vous avez vu, hein, vous avez vu tous ces oui de la tête, toutes ces aplaventries, ce oui, sah, Inch'Allah, c'est comment, shukran al-saraha, merci de nous donner toutes les chances, de nous exprimer, et puis toutes ces questions dont on voit très nettement qu'elles ont été dictées, qu'elles ont été remises aux journalistes. C'est clair, hein, ça se voit à un point absolument incroyable. Adel Jabbar. Rien n'est surprenant dans un monde kafkaïen comme ça. Moi, j'ai relevé 3 choses. La première des choses, d'abord, c'est le décor. On est dans le décor des années 50 du dictateur qui s'installe dans de vastes bureaux avec des moquettes, des fleurs. Et en face de lui, c'est des petits toutous qui sont soumis. Ça, c'est la première des choses que j'ai remarquées. La deuxième des choses que j'ai remarquées, c'est l'attitude de béatification papale qu'a le journaliste devant Tebboune. C'est comme s'il implorait de le voir. On dirait que Tebboune, c'est l'ange Gabriel qui va faire des révélations. Donc c'est inimaginable d'avoir des attitudes et des comportements comme ça et de se dire, nous sommes des journalistes qui allons transmettre l'information au peuple que nous allons connaître. La troisième des choses, c'est que franchement, je ne comprends pas ce monsieur quand il parle. J'ai comme l'impression qu'il est en train de nous inventer un nouveau langage. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par iqtisad bin qawsin, kada wa kada ila akhirih? Ça veut dire l'économie est entre parenthèses, ça veut dire elle est en crise. Mais moi, je suis économiste de formation. Il a été subtil, il a dit des choses d'une façon originale. C'est pour dire que nous sommes en panne. Mais moi, j'ai jamais vu une économie marche ou elle ne marche pas. Elle ne peut pas être entre parenthèses, entre guillemets. Cette manière de dire les choses démontre une incompétence et une ignorance totale de la chose publique et de la gouvernance. Je suis franchement désolé. Ce monsieur-là, s'il continue comme ça, il va nous parler en braille. Parce que les phrases qu'il dit sont inintelligibles, elles ne veulent rien dire, et nous n'apprenons strictement rien avec lui. Moi, je suis vraiment. Mais à quoi est destiné un tel exercice, Adel Jabbar, lorsque c'est tellement cousu de fil blanc? On voit, hein, n'importe qui peut voir, apprécier que ces journalistes ne font pas leur travail de journaliste, qu'ils sont dans la logique du régime, qu'ils sont des bénis oui-oui, hein, tout simplement, et puis qu'ils n'ont même pas posé de questions sur leurs propres confrères. Donc, à qui est destiné ce genre d'entrevue, puisque c'est cousu de fil blanc, ça ne peut tromper personne. Oui, mais les gens, le peuple algérien, surtout et particulièrement la jeunesse, elle a tourné définitivement le dos à ce régime-là. Elle ne l'écoute pas du tout. Aujourd'hui, ce monsieur-là... Et alors pourquoi il nous assène une telle souffrance? À quoi ça sert? Ça sert comment dirais-je, à revivifier ses troupes, les gens qui croient en lui, les gens, les rentiers du système. Ce discours-là est adressé à lui. Il te dit, nous sommes là, nous allons réunir la famille autour d'une gsaad ou tchoucha. C'est lamentable, c'est franchement lamentable. Moi, j'ai jamais vu un chef d'État comme ça, de ce niveau-là. Ce qui me désespère, c'est que nous avons mis 58 ans pour découvrir ces gens avec un niveau aussi lamentable et aussi catastrophique. Je comprends pourquoi aujourd'hui ce pays-là est en train d'aller droit vers le mur. Ce n'est pas Tebboune ou quelqu'un d'autre de son gabarit ou de son acabit qui va redresser la situation. Je suis désolé. Quand j'entends un monsieur qui est là, c'est un intervenant avec nous, monsieur Abdou Beljoudi, je le vois assez souvent sur YouTube, haranguer les foules sur la place de la République ou à Alger sur le perron du Théâtre National. Je me dis, ce monsieur incarne le futur et l'avenir et son destin. Et celui des jeunes de son âge,
devrait se croiser avec le destin du pays, mais pas des vieilleries, de la brocante inculte comme ça, qui a vécu de la rente. Ce monsieur n'a jamais produit la richesse, aussi bien lui que les autres. Ils n'ont vécu que de la dépense publique. Aujourd'hui, et l'État est nu, il n'a pas d'argent. L'État, entre guillemets, parce qu'ils n'ont jamais construit d'État, ils ont construit une oligarchie et un régime qui n'a jamais servi les intérêts du peuple et de l'Algérie. Ce pseudo-État est nu. Sans argent, je ne vois pas ce qu'il va faire. Et nous allons voir Abdou Benjoudi, donc voilà, Al-Jabbar, qui à travers vous rend un hommage à cette jeunesse algérienne qui est en train de se battre pour essayer de recouvrer sa dignité, si tant est qu'elle l'ait perdue un jour, ce dont je doute, la jeunesse algérienne. Mais plus que ça, une jeunesse algérienne qui cherche à sauver son pays. Mais expliquez-nous, Abdou Benjoudi, pourquoi cette jeunesse que vous représentez si bien, vous et nos autres jeunes qui sont au charbon, pourquoi ne les rencontrons-nous pas, ou si peu, au sein de la presse algérienne? Pourquoi ne voyons-nous que ce genre de messieurs qui nous ont offert une si triste prestation? D'abord, je renvoie les compliments et mon profond respect à M. Al-Jabbar. Ça me touche énormément, et surtout venant de quelqu'un avec autant de lucidité et de sérénité dans le discours. Ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire qui revient souvent, en fait, c'est on a un régime, les Algériens, même ceux qui ont voté Tebboune, l'extrême minorité qui a voté Tebboune, espéraient avoir un président mieux que Bouteflika. Ils ont eu un président pire que Chadli. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, c'est quelqu'un qui pense que la population n'a pas changé et qu'il fallait... je dirais pas n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il considère tout le temps le peuple comme étant une entité qui ne doit pas rentrer dans les calculs politiques, ni dans le jeu démocratique. Du coup, on est là, on lui fait un discours, il applaudit et puis c'est tout. La société a changé, la société a évolué et le Hirak l'a prouvé à plusieurs reprises. La façon avec laquelle M. Abdelmajid Tebboune parle, et pas que lui, même les autres responsables, quelques ministres, prouve ce mépris qui a caractérisé le régime algérien depuis 1962. L'Algérien a été effacé de la scène politique. Quand je dis l'Algérien, je parle de la population algérienne. A été effacé, on ne calculait pas. Et même quand je dis système politique, c'est-à-dire que même dans l'appareil de l'État, les élections, ceux qui y participent, le peuple a été quelque part mis de côté et on était plutôt dans un rapport, ce que j'appelle les rapports du vieux monde, hein, entre le système et une certaine opposition. Quota, je te donne ça, je fais du chantage avec ça, tu me donnes ça, je donne ci. Et donc, toute cette mentalité-là, tous ces équilibres-là qui existaient, ces paradigmes-là qui existaient depuis les années 70, 80 et 90 notamment, M. Tebboune n'a pas changé de logiciel, il continue dans ça. Je vais vous raconter quelque chose. Vous avez parlé des journalistes. Moi, je me souviens, j'avais participé en 2011 ou 2010 à un rassemblement à la Maison de la Presse. Et à l'époque, j'étais blogueur. Hein, on était un petit peu underground à l'époque. Et c'était un rassemblement pour libérer un petit peu quelques journalistes de l'autocensure. C'est-à-dire qu'à un certain moment, avec les années Bouteflika, avant son 4e mandat notamment, à cette période-là, il y avait beaucoup de journalistes qui sont rentrés, si vous voulez, dans le moule. Hein. Et je sais comment ça se passe. Il y a beaucoup de plumes, il y a des gens compétents, extraordinaires, arabophones, francophones, berbérophones aussi pour la presse, la modeste presse berbérophone récente. Il y a des gens très, très compétents. Sauf que, quand vous faites l'enquête sur les directeurs de journaux, sur les directeurs de publications, sur la façon avec laquelle est distribuée la publicité de la net, sur les chantages qui existent, la relation qui existe entre la police politique et certains directeurs de journaux, vous comprenez que finalement, toutes ces compétences-là, qui sont dans les rédactions, sont des compétences qui sont là juste pour écrire quelques articles, et généralement, leurs articles passent soit à la poubelle, soit à la censure. Oui, mais comment expliquez-vous, Abdou Benjoudi, comment expliquez-vous que cette presse dont vous nous parlez, qui existe, je confirme, faite de journalistes compétents, enthousiastes, intègres, qui sont très rares, malheureusement, dans
gros tas de gens qui n'ont rien de journaliste, rien d'autre que le nom. Comment expliquez-vous que ces journalistes, ces vrais journalistes qui existent, et qui continuent de travailler tant bien que mal, n'arrivent-ils pas à s'organiser pour essayer de sauver l'honneur de la profession? Je suis malheureusement pas journaliste, donc je connais pas très bien les rouages à l'intérieur, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que les journalistes honnêtes et compétents ont essayé de s'organiser, il y avait toujours la main de la police politique pour venir manipuler et pour venir lever les uns contre les autres, mettre les uns contre les autres, et puis rentrer dans un travail de manipulation, des déchirements, comme on l'a vu entre une certaine presse dans les années 2008, 2009, 2010. Il y a, en fait, c'est le système qui est bâti sur ces paradigmes-là. Quand je parle de la presse, je ne peux pas dire presse libre et oublier ce que fait l'ANEP. Le chantage de l'ANEP. Le chantage même qu'on exerce sur une certaine presse pour qu'elle puisse ne pas être indépendante financièrement. C'est-à-dire par exemple, quand vous avez un entrepreneur qui a envie d'acheter une page dans un journal sur une année ou quelque chose comme ça, si la ligne de ce journal est un petit peu, ne correspond pas à l'humeur du président de l'époque ou du chef des renseignements, eh ben, on exerce toute la pression sur ces hommes d'affaires pour qu'ils puissent pas acheter acheter ces pages de publicité. Donc, c'est tout un système. Ce n'est pas seulement la compétence et les gens qui sont là, c'est un écosystème dans lequel baigne cette presse-là. En même temps, cette presse qui est un petit peu dans l'autocensure, évidemment, il y a une minorité qui essaye de résister, mais il y a aussi la presse la plus dangereuse. C'est la propagande du régime à travers Shuruq, Nahar, Al-Hayat, tous ces journaux qui gravitent autour du pouvoir et qui sont dans une mission de clochardisation de la société depuis le début des années 2000. C'est incroyable. Et de la presse. Et clochardisation de la presse aussi. Et de la presse, évidemment, et de la presse et de tous les journalistes dignes. C'est une presse extrêmement dangereuse, une presse qui ne parle que des faits divers de matin en soir, aucune analyse politique, aucun service public finalement, parce que la presse, elle sert à ça quelque part. Et même aujourd'hui, la chance qu'on a en tant que nouvelle génération, et ça c'est le point positif, et je finis là-dessus sur ce chapitre-là, c'est qu'on a créé un contre-pouvoir. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un rapport de force médiatique extraordinaire. Aujourd'hui, chaque citoyen qui a une page Facebook où il essaie de débattre, d'envoyer des contributions, de publier un contenu politique, social, économique, n'importe, académique, c'est des citoyens qui ont un pouvoir qui dépasse largement le pouvoir qu'avait cette presse aux ordres. Et ça, au point où nous parlons aujourd'hui Abdo Benjoudi, de journalisme citoyen, ce qui n'est pas rien. Absolument. Ce qui n'est pas rien. Lamia Boudissa, sur donc ces journalistes qui remercient M. Tebboune de leur donner autant de chances de s'exprimer, d'informer les Algériens, qui le remercient, qui lui disent Inch'Allah à chacune de ses professions de foi et qui sont très contents, qui ont fait oui comme ça durant toute l'interview. Quel est votre sentiment sur cette attitude de ces gens qui se disent journalistes? Écoutez, moi, je n'aimerais pas être à leur place, déjà d'une. De deux, je me demande comment ils font le matin en se regardant devant un miroir. Parce qu'ils ne doivent vraiment pas dormir avec la conscience publique. Sincèrement, je ne dis pas que tous les journalistes sont comme ça. Pratiquement toutes les corporations en Algérie avaient dû asservir tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que les journalistes, il y a les avocats, les médecins, les ingénieurs. Tout a été asservi à Billy. Je ne suis pas en train de faire un truc d'intention, qu'on s'entende. Mais ces deux-là, leur manière, la manière dont ils vénéraient le président comme si c'était vraiment l'ange Gabriel, comme a dit le monsieur, moi, ça m'a choqué. D'ailleurs, je ne pense pas que je reverrai encore d'autres interviews. Et comme on en a déjà parlé, écoutez, le jeune qui vient de parler est jeune, il a toute la vie devant lui. Moi, en 88, j'avais 20 ans. Je pensais que j'allais changer le monde. Maintenant, c'est à nous, qui sommes d'un certain âge,
de les diriger, d'essayer de les aider. Je ne veux pas que mes enfants vivent comme j'ai vécu. Mais Lamia Boudissa, au sujet de ces journalistes et de cette interview, quand on voit la vacuité, le vide de cet échange, très curieux échange, on se demande, on ne peut pas s'empêcher de se demander, à qui est destinée une telle prestation. Elle ne peut pas être destinée à l'opinion publique internationale, puisque tout le monde s'en désintéresse totalement. Au niveau national, on ne peut pas tromper les gens, puisque après le Hirak, aujourd'hui, les gens ont compris de quoi il ressort. On ne peut pas les tromper avec de si grossières déclarations. Et donc, c'est destiné à qui ? Bon, je vous dirais que pour l'extérieur, l'aspect extérieur, si, quand même. C'est un président qui, soi-disant, parle à son peuple. Je vous dirais qu'il parle au premier collège, pas au deuxième, dont on fait partie. Hein. D'accord ? Oui. Mais, sincèrement, moi, je pense qu'il nous faudrait déjà un mentaliste pour pouvoir comprendre M. Tebboune. Parce qu'entre Hnaouli et Kda ou Kda, moi, je ne comprends pas. Sincèrement. Oui. On perd 2 heures de notre temps à tourner en rond, à ne rien comprendre. Je vous ai dit, avoir une Algérie qui n'existe que dans nos rêves, les plus fous, et on en sort encore plus meurtri. Hein. Oui. Alors, nous allons... Oui, je vous en prie, poursuivez. Je vous ai dit que c'était ça le problème, et de plus, moi, ces journalistes-là, c'est-à-dire, sachant, ils vivent avec nous, ils vivent en Algérie, ils connaissent nos problèmes, ils vivent les mêmes problèmes que nous. Pourquoi, durant 2 heures, ils font comme si tout... sur le terrain, excusez-moi de vous interrompre, Lamia Boudissa, sur le terrain du Hirak, à Alger même, nous avons vu des journalistes du secteur public, de la radio, de l'UNTV, c'est dire que la corporation n'est pas totalement infestée, qu'on son sein vive et se désole de vrais journalistes qui sont encerclés, qui sont pris dans le carcan de l'autocensure. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut vraiment déplorer et se poser la question de ces journalistes intègres qui n'arrivent pas à se libérer. Écoutez, ces journalistes-là, quand ils ont de la chance, on les renvoie de la télé, comme Maher Zarabia. Quand ils n'en ont pas, on les met en prison comme Darni. J'ai pensé à lui au moment où je vous parlais des journalistes de l'UNTV, justement. Voilà. Mais écoutez, on a 2 exemples vivants. Maher Zarabia a été remercié et de l'UNTV et de la radio Chaîne 3. Oui, malheureusement. Darni est en prison. Et ça ne fait que commencer parce que le couperet, paraît-il, va tomber sur d'autres têtes qui commencent à trop se faire entendre. Restez avec nous, Lamia Boudissa. Toutes les corporations. Oui, et effectivement. Toutes les corporations, c'est la carotte ou le bâton. Absolument. Vous avez le choix entre celle-ci ou celui-là. Alors, nous allons parler de ce sujet des liquidités, des gens qui vont à la poste, généralement des retraités. Je rappelle qu'il y a environ 2,5 millions de retraités en Algérie qui touchent des pensions vraiment... Je n'ai pas de terme pour les qualifier, je n'ose pas dire minables, qui ne permettent même pas de tenir une semaine normalement. Et donc quand ils vont retirer leur argent pour vivre, pour nourrir leur famille, on leur dit il n'y a pas de liquidité. Vous imaginez dans un pays qui a eu recours à la planche à billets d'une façon absolument phénoménale et qui n'a plus de liquidité, on se pose la question mais qu'est-ce qui se passe? Et puis non seulement il n'y a pas de liquidité, mais ceci a provoqué comment dirais-je, des attroupements autour des bureaux de poste, des banques, etc., des bousculades, et tout le monde a oublié les mesures de protection, ce civisme sanitaire qui doit nous protéger un peu de la propagation du registre, et du fléau, de l'épidémie, et nous allons voir quelques images avant de revenir à nos invités. Algérien que se fout. Je demande mon argent. Je demande pas de l'argent du général. Mon argent.
يسردين لنا شهرينا ولا سنة خلاص لا والو 4 أيام نكوبرا القندا نكوا ذكي هذا العجايب الشعب يشرف المدير ما عنده ما يدير ما يموت الناس السردين هذه السربيه الشعب مستفكين لا مستربيه الشعب بصح ما كاين بصح فوالا كبون سربينا دراهمنا يا كبون سربينا دراهمنا Il est tellement énervé qu'il n'a pas dit Tebboun, il a dit Kebboun. Il a tellement... Alors, Adel Jabbar, sur cet incroyable effondrement des services publics chargés de gérer des prestations aussi élémentaires, j'allais dire, de permettre aux gens de venir retirer leur argent pour pouvoir vivre, et qui, bien au contraire, ont servi à provoquer des attroupements dans toutes les villes d'Algérie, partout. Ce qui a fait dire à des médecins qu'ils étaient tentés de baisser les bras, de déclarer que pendant qu'eux ils se sacrifiaient, pendant qu'ils risquaient leur vie pour sauver les gens, l'impéritie et l'incompétence des services publics a fait que pendant que eux font tout pour essayer de venir en aide aux gens, les services publics font tout pour propager le virus. Bon, sauf ce régime-là est spécialiste dans toutes les liquidations. Mais les liquidités, il se les réserve pour lui. Donc les liquidités, c'est pour eux aussi bien en dinars Vous pensez qu'ils ont besoin de liquidités, eux, en dinars Je vais terminer. Allez-y. Ce qui me fait dire aujourd'hui que les Algériens qui sont à peu près 5 millions à percevoir un revenu ou un salaire qui se situe entre 2 et 3 millions de centimes sont sous le seuil de la pauvreté. Et donc, si je prends une famille moyenne de 4 personnes, nous sommes déjà 28 ou 30 millions de personnes qui vivent très pauvrement en Algérie. Et les gens à qui, pardon de vous interrompre, les gens à qui Tebboune a promis d'apporter de l'aide, ce fameux million de centimes, et qui se comptent par millions, ils doivent être au bas mot peut-être 8 à 9 millions, si ce n'est plus. Ben, on nous a promis la Californie à Mascara, on ne l'a jamais vu. Donc c'est encore une fois il est dans le délire. Il délire et puis les gens ne le croient pas du tout. Moi aujourd'hui je suis arrivé à me dire que les Algériens n'ont plus peur de la fin du monde, ils ont peur de la fin du mois. Parce que la fin est en train de guetter. Nous sommes en contact avec nos frères, nos familles, nos amis, nos relations en Algérie, et je vous assure que la pauvreté est criarde. Ce régime-là, à sa tête bonne, s'en fout royalement. Il gère l'argent comme il est en train de gérer le Covid. Mais Adel Jabbar, moi je suis tenté de vous poser une question précise, parce que tout le monde est en train de se poser. Et je ne suis vraiment pas du genre complotiste, hein, mais force est d'en arriver à se poser de vraies questions. Sachant que les liquidités existent bien au-delà des vrais rapports qui devraient exister en la matière d'impression des billets. Sachant que cela existe et qu'ils disparaissent comme ça, de façon si systématique, aussi générale, dans toutes les postes, dans toutes les banques, beaucoup de gens sont en train de penser que ça sent le coup tordu, le complot de gens qui veulent peut-être plonger le pays dans la violence, plutôt qu'un Hirak pacifique. Non, au-delà de l'aspect Hirak, il y a une rétention volontaire de la part de la Banque centrale qui n'alimente pas les banques primaires, qui n'alimente pas les 21 ou 22 000 guichets des postes. On nous a sorti une histoire de l'édification ou de la création d'une banque des postes. Ce projet-là est mort-né, il n'existe pas. Maintenant, quand il y a une rétention des liquidités à la source, moi j'avais lu sur la presse que des témoignages de chefs d'agence des PTT qui se trouvaient dans des petites villes de 150 et 200 000 habitants qui disaient « Dans les temps passés, nous recevions jusqu'à 4 millions de dinars. Aujourd'hui, cette manne s'est rétrécie, c'est 40 millions de centimes qu'ils reçoivent. » Et donc c'est au compte-gouttes qui... Pourquoi ça obéit à une logique de ce système-là. Moi, je pense
sincèrement qu'ils sont en train de vouloir réduire la consommation des ménages. De là, ils vont réduire aussi les importations et préserver les devises qu'ils ont pour faire face éventuellement à la situation d'après-Covid. Oui, mais là, on parle de dinars, Adel Jabbar. Oui. Là, on parle de dinars. On ne parle pas de devises. Le dinar qu'ils ont imprimé pour justement payer les salaires, essayer d'injecter un peu pour acheter la paix sociale, mais en l'occurrence, pourquoi y a-t-il rétention de ces liquidités à un moment pareil où on demande aux gens de rester chez eux et de ne sortir que par nécessité extrême? Pourquoi maintenant on retient autant ces liquidités au point où elles ont disparu quasiment du marché financier, si ce n'est pour des intentions peu avouables? Bon, il faut reconnaître une chose, c'est que l'Algérie n'est pas du tout un pays bancarisé. Au-delà de quelques guichets qui se trouvent au niveau des banques, les Algériens n'ont pas leur carte magnétique. Fût-il qu'ils l'ont tous et que les guichets automatiques existent dans toute l'Algérie. Ces terminaux-là n'existent pas chez les commerçants. Donc les commerçants eux-mêmes n'ont pas ces moyens de e-payment. Donc ça ne sert strictement à rien. Les Algériens se trimballent avec du cash. 1. 2, les Algériens ne font pas confiance au système bancaire. Vous avez vu les scandales qui se sont produits avec des liquidations d'autorités intempestives et assez souvent injustifiées de l'ère Bouteflika concernant certaines banques privées. Il a liquidé des banques privées, ce qui a fait perdre des dépôts considérables à des épargnants algériens pour les faire remplacer par des banques du Moyen-Orient et des banques françaises qui sont venues pomper l'argent de l'Algérie. Donc, troisième élément très important, le dinar, c'est du smroli, c'est du papier hygiénique de mauvaise qualité. Oui, mais qui n'est plus disponible. Oui, mais il ne peut pas être disponible en masse. Où Yahya avait imprimé 50 milliards de dollars. Ben, c'est que Tunis, ça a servi à l'équivalent de 50 milliards de dollars. C'est ça, 50 milliards de dollars en monnaie locale. Donc c'était pour régler le problème des petits copains qui n'étaient pas payés, qui avaient des situations qui étaient bloquées au niveau du trésor public. Mais cet argent-là, c'est volatilisé parce que les Algériens ne thésaurisent de l'argent. Ils le gardent chez eux, ils ne le donnent pas à la banque. Sachez encore une chose, c'est que le dinar ne représente rien si la contrepartie dollar aux devises n'est pas là. Donc si nous avons 40 milliards de dollars, il faudrait qu'il y ait l'équivalent de 40 milliards de dollars en dinars pour pouvoir faire face à la situation. Et restez avec nous. Les inflations, etc. Adel Jabbar. Alors, Abdou Benjoudi, cette disparition incroyable, massive, généralisée à tout le pays de liquidités, alors que ces liquidités sont censées exister en excès, qu'on ne voit plus sur le marché, au point où beaucoup d'Algériens aujourd'hui, sans être pour autant théoriciens du complot, sont en train de dire que ça ne peut être qu'une opération subversion, peut-être destinée à faire exploser le pays, à le faire basculer dans la violence. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que il est difficile d'analyser ce pays. Sincèrement. C'est très, sur tous les plans. Notamment, mais alors là, sur le plan économique. C'est un pays qui est géré par une caste incompétente et qui ne respecte absolument aucune logique économique. Mais absolument aucune. Les bases de l'économie n'existent pas dans ce pays. Là, les statistiques, c'est un terrain exclusif à l'État. C'est incroyable. C'est-à-dire, on peut aller sur l'ONS chercher quelques statistiques, mais rien ne prouve que ces statistiques-là sont bonnes, sont parfaites et sont exactes. On n'a pas d'institut de sondage. On a un pays où la manne financière, enfin, c'est quand même... Je suis très gêné quand j'entends certains amis, quelque part dans les forums en Algérie, parler d'économie en Algérie. En fait, c'est la non-économie. Enfin, on est dans un pays où la devise, où la monnaie étrangère est échangée sur des trottoirs au vu de tous à Square pour Saïd. Pour ne citer que celui-là, il y a un endroit à Oran, il y a un endroit à Annaba, il y a un endroit à Tarf, il y a un endroit... Mais c'est un pays qui est impossible
à analyser. Donc, et cette crise de liquidité, elle s'est déjà produite à plusieurs reprises. Moi, quand j'étais en Algérie, ça s'est produit 2 ou 3 reprises où je voyais mes parents courir dans toutes les postes de la région où j'habitais à Djelfa, courir dans toutes les postes pour retirer 5 000, 6 000 ou 10 000 dinars. Donc, je préfère ne rien dire parce que quoi que l'on dise, c'est peu par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Nous n'avons pas d'économistes au sein de l'État, de l'exécutif, qui pourrait expliquer la situation. Nous avons un chef de l'État qui reste dans des sphères stratosphériques. Aucune explication n'est donnée aux citoyens. C'est-à-dire, on prend vraiment le citoyen pour un idiot, ou là on attend un chef de l'exécutif, ou là on attend un responsable politique, un ministre. On n'a pas de ministre d'économie, mais en moi les ministres qui se chargent un petit peu de ces dossiers-là, le directeur de la Banque d'Algérie, nous expliquer quel serait le taux de croissance, quels sont les leviers économiques qu'on a décidé de lancer, quels sont les ateliers thématiques pour les réformes économiques, quels sont les plans de relance économique. C'est-à-dire que c'est le flou total et on reste dans des discussions stratosphériques, pour paraphraser madame, et tout le monde est en train de nager, et comme s'il y a un équilibre de pouvoir, il y a un équilibre de satisfaction, c'est tous les belligérants au sein du régime. Ce monsieur-là, il est là. Ça me rappelle un petit peu les années Chadli. Il y avait des clans à l'intérieur. Il y a une crise économique qui allait arriver en 86. On voyait l'inflation entre 82 et 83 avec la crise, la mini-crise sécuritaire qui se profilait à l'époque. Et puis on arrivait 85 jusqu'au choc pétrolier de 86. 88 arrive et puis on improvise des solutions comme ça. Mais jamais essayer de gérer de régler le problème de la source, c'est-à-dire la légitimité politique de ceux qui gouvernent ce pays. Parce que la légitimité politique permet à des gens compétents de se présenter à la population, demander leur soutien et prendre le pouvoir et gérer ce pays pour qu'ensuite on remet en cause et puis on remet leur bilan et puis on discute qu'il y ait un débat national. Même si on parle d'économie, mais c'est aussi la démocratie qui permet cette transparence, qui permet de mettre les bonnes personnes à la bonne place, de mettre les compétences là où il faut, de permettre à ces gens-là qui sont éparpillés au Canada, en France, au Qatar, un peu partout dans le monde, de revenir au pays. C'est la démocratie, la règle de tout, tant qu'on est sous un régime qui n'est pas démocratique, qui est autoritaire, qui est incompétent, qui est corrompu et qui encourage la corruption dans toutes les sphères de la société. Il n'existe aucune analyse politique, aucune analyse économique du mal qui rend et avant d'aller vers Lamia Boudissa, nous allons regarder une scène vraiment révoltante de ces gens qui vont faire la chaîne pour essayer d'avoir des liquidités. Il y en a même qui essayent de donner le bakshish, tchepa, à un agent pour essayer de... On a des témoignages pour essayer d'être payé par rapport aux autres qui devront attendre. Et vous allez voir de quelle manière on les traite, ces gens dont on a provoqué les attroupements. Regardez. Lamia Boudissa, donc voilà, on provoque ce que je suis tenté d'appeler un civisme sanitaire, bien malgré les gens. Eux, ils ne demanderaient pas mieux que de rester chez eux. D'ailleurs, on voit qu'ils font tout pour porter des masques, pour essayer de garder une petite distance sanitaire ou sociale, comme on dit. Mais le régime ne s'explique pas sincèrement et sérieusement sur cette crise, à part des prétextes tirés par les cheveux. Mais en attendant, et vous qui êtes médecin et qui en souffrez, parce que ces attroupements sont facteurs de propagation, quelle est votre réaction, vous, en tant que médecin, devant ces attroupements
dans toutes les villes d'Algérie, quasiment dans toutes les villes d'Algérie, et ce n'est pas un attroupement par ville, hein, c'est quasiment un attroupement par bureau de poste. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Écoutez, en voyant tout ça, je suis très triste, parce que le e-paiement existe depuis des décennies en Europe, et c'est pas la mer à boire. Je ne pense pas que ça soit la mer à boire, du moins. Des personnes, un père de famille qui a des enfants, qui n'a plus de liquidité, les enfants ont faim, il n'a pas le choix. Il doit choisir entre la peste et le choléra. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que je suis pour, loin de là. Mais sincèrement, si on pouvait payer de chez soi, si on pouvait payer avec une toute petite carte, vous pensez qu'on aurait ces attroupements? Vous pensez que moi ou le citoyen lambda partirait à la poste pour aller retirer son argent? Non, bien sûr. Même s'il n'y avait pas le Covid, vous pensez qu'il y ait quelqu'un qui voudrait être tabassé par un policier, comme je viens de le voir? Non, bien sûr. Qui voudrait que sa dignité soit traînée par terre? Je ne pense pas, monsieur. Oui, mais comment faire vous qui êtes médecin et qui voyez cette situation qui risque d'aggraver très sérieusement la situation qui est déjà grave en soi, comment faire pour essayer de trouver une solution, puisque ces gens-là n'ont pas d'autre alternative que d'aller, comme vous venez de le dire vous-même, que d'aller faire la chaîne pour essayer de ramener le petit pécule qui va leur permettre d'acheter les petits produits de première nécessité pour leur permettre de survivre, quoi. Comment faire? Qu'est-ce qu'on devons faire? Comment devons-nous réagir? Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Je vous avais dit que c'est comme pour l'eau. Quand ils nous coupent l'eau, ils avisent. Moi, je parle d'Alger. Hein. Oui. Alger, les gens du Sendé vont être servis de telle date à telle date. Vous partez à tel poste. Et vous êtes satisfait. Le lendemain, c'est les gens de Kouba, de Belcourt, d'El Harrach, et c'est bon. C'est une première. On devrait aussi penser au paiement, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, parents, plus urgent. Le plus urgent, c'est que les gens puissent avoir leur argent pour pouvoir vivre. Oui, mais très vraisemblablement, ces méthodes, elles doivent être connues. Comment dirais-je, ces méthodes, cette façon de s'organiser, elle doit être connue par le régime, et il doit y en avoir d'autres qu'ils pourraient imaginer. Mais pourquoi sont-ils dans l'expectative? Pourquoi laissent-ils faire? Pourquoi provoquent-ils ces attroupements? Écoutez, c'est aussi une manière de ne penser à rien, à récupérer son argent, son salaire. Vu qu'il n'y a plus de souk al-Fellah maintenant, les gens passaient leur temps là-bas à se bagarrer. Moi, je me rappelle de ça. Hein. Oui, pour aller acheter un carton de bananes, c'était des queues interminables au niveau de la rue du Mourad. Oui, sauf qu'il n'y avait pas le Covid à ce moment-là. Il y a des postes. Oui, on nous occupait effectivement avec ces choses-là. Faire la chaîne pour les bananes, essayer d'avoir une cuisinière, un frigidaire, etc. On passait notre temps à ça, donc on ne faisait plus de politique. Mais là, il y a le Covid, et c'est un régime qui ne peut même pas faire face. Si la pandémie s'amplifie plus qu'elle n'est aujourd'hui, ça va être une catastrophe. Et c'est le régime qui va être au pied du mur. Donc on ne comprend pas, on ne comprend plus ce qui se passe. À moins que ce ne soit un complot dans le complot, on ne sait plus. Écoutez, sincèrement pour moi, s'ils voulaient vraiment y faire face, ils auraient choqué les gens. Ils leur auraient montré des gens en réanimation, des gens en train de se faire enterrer par dizaines. Là, ils comprendraient. Mais là, à la télé, on vous dit tout va bien, on maîtrise. Et le régime lui-même nous rassure. Quand leur papa leur dit que tout va bien, ils le croient. Hein. Le régime lui-même tient un discours qui a rassuré les gens au point de les pousser à ne pas respecter le confinement. Voilà, par exemple, entre autres, nous avons suffisamment de lits, nous avons suffisamment de respirateurs, ne vous en faites pas, les 2/3 des lits d'hôpitaux sont vacants, ne laissez pas les gens vous faire peur, tout va bien, nous avons 6000 respirateurs, etc., etc. Et j'ai passé les 24 heures d'hier à chercher une place en réanimation pour une parente à moi. Oui.
Alors, un tour de micro sur un phénomène qui est en train d'inquiéter tout le monde et qui peut être source de violence éventuellement, à Dieu ne plaise. D'ailleurs, c'est une situation que le régime essaye d'occulter, alors que ça crève littéralement les yeux. Ce sont, comme l'a dit Adel Jabbar tout à l'heure, des millions de gens qui aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui en plus sont obligés de se confiner et donc de ne plus pouvoir aller chercher leur subsistance. Eux qui, généralement, doivent travailler au jour le jour pour assurer la subsistance quotidienne de leur famille. Et le régime qui avait promis de venir au secours de ces catégories de population parmi les plus fragilisées du pays est absent, bien sûr. Il essaie de se justifier en accusant sa propre administration de bureaucratie et de lenteur administrative, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, des millions, on ne connaît pas le chiffre, mais ils sont très nombreux, des millions d'Algériens sont littéralement au bord de la famine. Ils n'ont plus d'argent de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins, et encore moins, même ceux qui en ont, comme les retraités par exemple, à bas revenus, ne peuvent même plus accéder à leurs petites économies pour se nourrir. Adel Jabbar. Mais écoutez, le régime est droit dans ses bottes, avec son ADN despotique et totalitaire. Donc, deux éléments essentiels parce que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit et ce n'est pas innocent ce qui arrive. Ce mouvement de masse qui a été provoqué pour qu'il y ait très peu de liquidités sur l'ensemble du territoire algérien, au niveau de tous les bureaux de poste, n'est pas fortuit. C'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui a réfléchi à ça. Il y a deux éléments importants. La peur. On est en train de soumettre les Algériens à la peur pour désintégrer l'Irak. Et nous allons vous affamer. Vous allez vous occuper de votre ventre. Vous n'allez plus pouvoir avoir un moment pour penser. Ce Tebboune, un grand menteur, un grand mythomane, je le dis et je le redis devant tous les Algériens, ne nous a-t-il pas promis de rapatrier... vous pouvez la laisser, Adel Jabbar, la petite fille. Viens, non, il faut la laisser. Viens, petite fille. Ça, c'est ma petite, ma petite fille. Dis bonjour, dis un peu. Bonjour. Comment ça va? Elle nous l'a dit en accent canadien en plus. C'est elle est québécoise. Donc, c'est un menteur invétéré, aussi bien lui que ses acolytes au niveau de ce régime-là. Il nous a promis de ramener l'argent qui a été volé par ses pairs, par ses anciens associés, avec qui il a fait du compagnonnage. Qu'a-t-il fait depuis 7 mois? Du blabla. La dernière de ses sorties d'hier ou d'avant-hier, c'est de nous dire « je vais m'attaquer au marché noir ». Le marché noir, ce n'est pas uniquement le square pour Saïd. Le marché noir, c'est toute l'économie rentière. C'est les Shakib Khalil qui pompent du pétrole de Hassim Saoud jusqu'à Houston. C'est le XY qui pompe de l'argent jusqu'en Sicile. C'est les milliards de dollars qui sont investis en Espagne, etc. Ce n'est pas les petites broutilles qui sont en train d'être échangées. S'il y avait réellement une vision, un programme politique d'un régime légitimement élu, les Algériens accepteront toutes les souffrances parce qu'ils savent qu'à leur tête et leurs représentants sont des gens qui vont travailler pour eux. C'est très facile de régler ce problème de change. Il suffit de sortir à la télé à 8 heures et que le ministre des Finances lui dit « va dire aux Algériens, à partir de demain, il y a la même parité au square pour Saïd qu'à la banque. Vous voulez avoir des devises? Venez, nous allons vous les payer. 10 dinars au moins par rapport au square, ou en plus, on va prendre tout cet argent. On nous parle de 40 milliards de dollars qui circuleraient dans les bas de laine des Algériens de façon tout à fait clandestine et illégale, mais personne n'est là pour donner le bon chiffre. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, il y a un confinement de la devise. Il y a très peu de demandes, ce qui a fait un paradoxe économique aussi, que le dinar est en train de se raffermir par rapport à l'euro, à la livre sterling, au dollar américain et canadien, etc. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision avec ces gens-là. Si demain,
il y avait un gouvernement qui vient avec un programme politique clair, net et précis, qui est légitimement élu par les Algériens, nous accepterons toutes les souffrances parce que nous accepterons qu'il y ait beaucoup de larmes. Mais en attendant, Al-Jabbar, ces gens qui meurent littéralement de faim, qui ont des problèmes de tout genre parce qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs besoins les plus élémentaires, comment faire et qu'est-ce qui se passe et de quelle manière les Algériens pourraient-ils compenser ce manque d'État pour essayer de s'entraider les uns les autres, de recourir à la vieille solidarité traditionnelle des Algériens en des temps de disette, en des temps de fléau? Chauffe, les Algériens sont ou constituent un peuple avec une générosité absolue. Chauffe, le Jazairi, ما تظلموش, ما تحقروش, ما تعداش عليه, يلحي الفيزا تاعو ويعطيها لك. Alors, il m'est arrivé, quand je partais en Algérie, m'amuser avec des gargotiers ou des صحاب القهوة. نشرب قهوة نقول له ما عنديش. يقول لي الحاج راه ربي يسهل عليك. نهار يولوا عندك الدراهم رواح. Au Canada, vous allez payer avant de vous faire servir. En France, vous allez payer avant de vous faire servir. Le peuple algérien est d'une générosité totale, absolue. La solidarité n'a jamais manqué. Même ما نعرفوش بعدنا mais في الكارتيه تاعك. Et vous pensez qu'elle sera au rendez-vous, cette solidarité? Elle a toujours été au rendez-vous. أنا شفناها في وقت الكونفينمون تاع بليده جزائريين يلحقوا من لحمهم باش يوصلوا القفه. Et c'était la police, c'était les services de l'insécurité qui empêchaient les Algériens de tisser cette chaîne de solidarité-là. Combien de camions n'avions-nous pas vus à l'entrée de Blida? قطعوا لهم l'essence. ما يوصلوش البيضاء ويوصلوا لا سوليداريتي. حنا رانا في ليترونجي نحبوا نبعثوا الاعانه يقول لك ابعثها للبونديه تاع الكرواسون روج تبعث لهم سي تيرميني سي ما تشوف حتى شيء. Donc ils veulent encore avoir la solidarité, la générosité, le don. Ils veulent le centraliser comme ils ont centralisé de façon catastrophique la gestion du Covid. Ont-ils partagé la problématique avec les professionnels de la santé? Parce que la solidarité peut devenir une cohésion politique. C'est dangereux pour le régime. C'est ce qu'ils tentent de casser. On a vu à Paris comment ils ont monté. Et nous allons y arriver. C'est un sujet qui est prévu dans la discussion. Abdou Benjoudi, sur ces grandes catégories de la population, peut-être les plus nombreuses maintenant avec la crise et qui vont devenir de plus en plus nombreuses et qui sont réellement au bord de la famine, soit dit sans exagération aucune. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui risque de se passer? On pensait, quand on était parmi les premiers à demander à toutes les forces du Hirak à cesser les marches momentanément, parce que les Algériennes et les Algériens étaient conscients du danger que représentait ce virus et cette pandémie mondiale, on pensait qu'on avait un minimum d'État, un minimum de responsabilité de l'État. Je parle de l'État, je ne parle même pas du système politique ou du régime politique. Je parle de l'État parce que nous sommes des militants politiques opposants, certes, nous sommes opposants à un système, on s'oppose à un système, mais dans la pérennité de l'État. L'État était absent. Évidemment, on est dans un régime où le système politique ou le régime politique on est dans un régime État. C'est-à-dire que même les institutions de l'État, qui pourraient être gérées par des technocrates, des gens compétents, des préfets, des walis, des gens peut-être qui seraient sans couleur politique forcément, je parle de la couleur politique de l'exécutif, ils n'ont pas fait leur travail. C'est une catastrophe de plus en plus dangereuse. On a des citoyens qui travaillent à la journée, et on connaît la réalité socio-économique de notre pays. Les gens ne sont pas forcément déclarés à la sécurité sociale, ne sont pas déclarés dans la caisse du chômage. Donc c'est des gens généralement qui travaillent en noir, les plombiers, les menuisiers, les gens les électriciens, qu'ils soient déclarés ou pas, c'est des gens qui vivent une souffrance incroyable. Il y avait une promesse d'une prime du Covid. Rien ne s'est produit, c'est des minorités qui ont pris cette prime-là et encore c'est une prime très l'équivalent de 50 €. Qu'est-ce que fait 50 € pour un père de famille avec 3 enfants? On a vu un blocage des transports
mais en même temps sans présenter aucune alternative. On a demandé aux gens de rester chez eux, mais en même temps envoyer d'autres endroits complètement, c'est-à-dire laissés à l'abandon. On a vu des marchés, des gens qui circulaient librement. On choisit une région ou un endroit où on essaie d'appliquer la loi, mais dans un autre endroit, on voit qu'il y a une déliquescence totale. C'est un pays qui est géré par des incompétents, je dirais même par, je vais faire du néologisme, par des je m'en foutistes. C'est-à-dire que, en tout cas, cette population-là mérite ce qui lui arrive. Et on a une partie de la population qui est une grande partie de la population qui vit une situation économique difficile. On se dit, ben, on s'en fout. Après tout, c'est des gens qui ne déclarent pas leurs revenus. On n'essaye pas d'aller dans une réforme, dans quelque chose où le citoyen peut sentir le soutien de l'État. On l'a vécu en Europe, on a vécu la même situation. Je parle du danger sanitaire, mais quand même, et avec toutes les difficultés, avec tout ce qu'on a vécu pendant des mois, on a vu des gens responsables en Allemagne, en Norvège, en Angleterre et en France, en Espagne et en Italie. Il y avait des gens qui essayaient de faire plus. Et juste après que le Covid ou la pandémie a un petit peu baissé, on a vu des commissions parlementaires qui appelaient les chefs de l'exécutif, des premiers ministres, à la barre pour leur demander des explications. On est dans un pays où juger ou demander à un responsable politique de rendre des comptes, cette culture n'existe pas. Comme si on était dans une monarchie absolue où le roi peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous, on n'a pas qu'un seul roi, on a un ensemble de rois absolus au sein de la police politique, au sein de l'armée, au sein de l'exécutif, au sein de son atraque, au sein de je ne sais quelle institution puissante au sein de l'État. Ces gens-là font la loi et personne n'a le droit de leur demander des comptes. Ben, aujourd'hui, avec cette jeunesse-là, avec la nouvelle génération, avec le retour du Hirak qui viendra après, évidemment, la levée du couvre-feu. Hein. C'est un couvre-feu, ce n'est plus un confinement. J'ai envie de dire, on pensait que c'était un confinement, on voulait que ce soit un confinement, le citoyen jouait le jeu, le Hirak a dit « Ok, j'arrête les marches ». Allez-y, faites le nécessaire. Aujourd'hui, personne n'est satisfait. Les citoyens ne sont pas satisfaits. Les médecins sont agressés. On offre, mais c'est ça, c'est l'insulte. J'ai vu ça hier, mais j'ai été offusqué. Mais c'est incroyable comment on joue avec la sacralité, quelque chose de sacré, le Coran qui est le texte sacré des musulmans. On offre des Corans à des médecins au lieu de leur offrir ce qu'il faut, c'est-à-dire des moyens, de la protection, des respirateurs, des masques, des moyens de protection, de la bienveillance finalement. On leur offre comme si on leur disait, comme l'ex-président, c'est-à-dire au lieu de construire des mosquées, il a construit une grande mosquée pour 2 milliards de dollars. Il a dit aux gens, au lieu de construire des hôpitaux, vous voulez dire. Au lieu d'aller vous soigner dans un hôpital digne de ce nom, moi je me soignerai au Val-de-Grâce et vous, je vous ai construit une mosquée pour prier Dieu pour ne pas tomber malade. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la pire insulte. Le corps médical souffre. Moi, j'ai des membres de ma famille m'appellent tous les jours. C'est des gens qui ont fait un bac plus 15, un bac plus 16. Ils me disent, Abdou, c'est la dernière année dans ce pays. J'attends que ces gens-là fassent... que le Covid se termine, je fais mon devoir de citoyen et je me casse de ce pays. Ils sont délaissés. Le corps médical, médecins, aides-soignants, infirmiers, infirmières, souffrent le martyre dans ce pays. Et nous allons arriver, ce sera le dernier sujet de notre émission, mais avant, Lamia Boudissa, sur ces catégories de la population livrées à elles-mêmes, abandonnées à leur propre sort et dont on sait qu'elles n'ont aucun recours, aucun, si ce n'est celui de la solidarité familiale ou de voisinage. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, ne parviennent même plus à trouver de quoi se nourrir convenablement. Lamia Boudissa ? Est-ce que le docteur Lamia Boudissa est avec nous ? Allô ? Allô ? Ah oui, oui. Est-ce que vous avez entendu ma question ? C'était juste pour savoir ce que vous pensez de ces populations qui sont livrées à elles-mêmes et qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Écoutez, je vous disais que ces gens-là, au lieu de faire le Covid, ils vont avoir une anémie, et des malnutritions, etc.
Mais le plus gros du problème, c'est comment faire maintenant pour essayer de les aider. Comme disait le monsieur, l'Algérien, très gentil, nous avons le cœur sur la main, c'est vrai. Mais on ne peut pas subvenir aux besoins d'au moins 30 millions de personnes. Vous pensez qu'ils sont aussi nombreux, les gens qui sont dans cette situation? 30 millions sur 44? Je ne peux pas vous dire. Vous savez, chez nous, c'est le coût total. Nous ne connaissons pas. On ne connaît pas les chiffres. C'est le pays où la statistique n'existe pas. Du moins, la vraie, quoi. On voit la pauvreté. Écoutez, je suis censée être cadre. Je peux vous dire que, comme disait le monsieur, les fins de mois ne sont pas tout roses. Hein. Donc, oui. Pour quelqu'un qui a peut-être la moitié de mon salaire, peut-être pire, comment fait-il pour subvenir? C'est ce que je me pose comme question. Il y a des retraités qui touchent à peine 20 000 dinars. Il y a des retraités il y en a qui ne touchent même pas 20 000 dinars, pour lesquels c'est un vrai luxe que de toucher 20 000 dinars. Voilà. Avec 20 000 dinars, allez vivre en Algérie. Alors, Lamia Boudissa, Abdou Boujoudi vient de mettre le doigt sur quelque chose de très douloureux qui a fait mal à tout le monde. Lors d'une cérémonie, la police, je ne sais pas ce que c'est, une cérémonie de police, une commémoration quelconque. Alors, la police a offert des Corans, des livres du Coran, à des médecins. Ça a sonné comme c'est quelque chose d'absolument cynique. Ça veut dire on ne vous protège pas, on ne vous dote pas des moyens personnels pour vous protéger, pour protéger votre propre famille. On ne donne pas les moyens pour pouvoir faire votre travail correctement. Mais tenez, voilà un Coran. Il manquait qu'un cercueil. À la limite, ils auraient dû donner aussi le linceul. Tenez, voilà le Coran et voilà le linceul pour quand vous serez... Sincèrement, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire de nous donner le Coran, parce que je pense que au moins, ne serait-ce que chez lui, ils auraient mieux fait de nous donner les linceuls, parce que si ça continue comme ça, on sera à court de stock. Lamia Boudissa, on vous entend très mal, il y a des coupures. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Mes chers amis, je vais vous demander d'aller très vite, ce sera le dernier tour de micro malheureusement. Adel Jabbar, vous savez ce qui s'est passé à Paris, cette histoire de polémique. D'ailleurs, Abdou Boujoudi a fait un très joli lapsus là. En fait, ce n'est pas un lapsus du tout. Voulant parler de police politique, il avait dit la police polémique. En fait, il avait tout à fait raison, ce n'était pas un lapsus. Alors donc, Paris, tout le monde sait que Paris est le cœur battant du régime. C'est son talent d'Achille. C'est celui qui veut frapper le régime, le frappe à Paris. Or, ils ont très très mal pris le Hirak parisien. Le Hirak parisien a très très inquiété le régime et donc il a mis le paquet. Et là, il vient de lancer sa police polémique qui a réussi d'une certaine manière à diviser les Algériens du Hirak. Je n'irai pas jusque-là, diviser non, à semer une certaine forme de polémique entre des laïcs qui se présentent comme tels et des islamistes à qui on fait un véritable procès d'intention, parce que jusque-là, les islamistes ne se sont pas exprimés dans le Hirak de façon claire. Et donc, voilà, ce sera ma question à vous trois. Adel Jabbar. Bon, je commencerai par dire, Dieu merci, Paris est le cœur battant du régime, de tous les oligarques et des voyous de ce régime-là, qui dilapident des fonds et qui vont aller passer de retraite confortable sur la protection de leurs employeurs français. Dieu merci, la place de la République n'est pas la place Odin ou n'est pas la grande poste d'Alger. Ça se passe en Algérie. La révolution a lieu en Algérie. Nous ne sommes, nous, Algériens de l'étranger, qu'un plus pour aider à la visibilité de cette révolution-là, à sa réussite. Mais الضرب الكبير بكل الشعب نتاع الجزائر وحنا ما نمثلوش الجزائريين. احنا رانا تحت طاعة الجزائريين. كيما يحب الشعب نتاع الجزائر نتبعوه. Ce que se dit le peuple algérien, nous sommes là dedans. Maintenant, pour revenir à cette histoire de police, moi je vous dis, ces gens-là, en 92, ils mettaient des khachabiyas, des barbes
et il allait tuer des gens qui lisaient le Coran. En 2018, mois de mars, il prenait la matraque, il cassait la tête, il versait le sang des médecins qui sont sortis réclamer de meilleures conditions de travail. Et aujourd'hui, ils s'en viennent avec le Coran à offrir à un corps médical qui est en train de se tuer depuis 6 mois pour prendre en charge cette pandémie. Et je me permets de vous interrompre, Adel Jabbar, pardonnez-moi, il ne reste plus de temps. Abdou Benjoudi, en moins de 2 minutes, je sais que le sujet est très polémique, mais essayez de nous dire ce que vous en pensez, puisqu'il va y avoir une grande émission sur ça, une émission à débat justement, et je vous en prie. Je crois que la polémique est terminée. En tout cas, elle est dans sa phase finale. Il y avait effectivement une polémique. Moi, je l'appelle pas débat parce qu'un débat, c'est pas ça. Ça n'a rien d'un débat. Un débat, c'est le respect. Un débat, c'est des interlocuteurs qui ont une certaine légitimité. Un débat, c'est des sujets qui intéressent les Algériens. Un débat, ce n'est pas rappeler les années 90 et essayer de... Je parle de tous, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas de parti pris sur des questions aussi sensibles. Je laisse la justice faire son travail au-delà de la condamnation politique qui est claire, et ça on l'a fait pendant des années, je vais pas le refaire aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que je sais que le pouvoir, ça l'arrange quelque part, hein. Moi j'ai pas de preuves. Moi j'avais condamné le fait que d'aller trop dans la stigmatisation. Moi-même, j'ai été victime. Hein. Hier, quelqu'un dit que je suis des islamistes. L'autre, il me dit tu es du DRS. L'autre, il te dit tu es séparatiste. Enfin, et toi, tu es contre en fait, tout ce monde-là, en fait. Hein. Tu gardes la distance avec tout le monde. Et évidemment, tu es attaqué par tous. Je crois qu'aujourd'hui, je crois à l'intelligence algérienne. Les Algériennes et les Algériens connaissent les gens qui sont crédibles, les gens qui sont posés, les gens qui sont dans la politique ou dans le politique, qui sont dans une démarche rassembleuse mais exigeante. Ils sont dans l'union, mais pas à n'importe quel prix. C'est des gens qui connaissent ce qu'est la politique, ils connaissent les enjeux, qui dépassent tous ces clivages des années 90 et qui refusent finalement de revivre et de remettre les paradigmes des années 90 aujourd'hui. Donc, je crois que c'est la fin. Aujourd'hui, il y a une nouvelle étape qui arrive. Il y a des initiatives qui seront lancées bientôt, puissantes, des initiatives qui ont beaucoup de poids, hein, des initiatives qui viennent pas de Paris forcément, mais plutôt de l'intérieur du pays. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. On va reprendre la politique en main. On va parler des choses sérieuses. On va parler de l'État, du régime, du processus constituant, de la légitimité, de la période de transition, des choses qui intéressent vraiment les Algériens, et d'expliquer et de montrer aux Algériens l'horizon qui se trouve. Alors, Lamia Boudissa, le mot de la fin vous revient. Mais écoutez, je vais suivre monsieur parce que et je vais te dire en arabe. Déjà qu'on n'est pas arrivé encore au bout de notre hirak, comme on dit en arabe, essayons d'abord de libérer notre pays. Et après, ayons un débat, et alors là, vraiment sage. Parce que si vraiment, je suis démocrate, monsieur Benchenouf, je crois qu'en démocratie, on doit respecter le choix du peuple. C'est au peuple de donner son mot, son dernier mot. Ce n'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre d'imposer son point de vue. C'est ça la démocratie. Merci. On n'arrive même pas au bout de ce qu'on a commencé. Et je trouve que là, c'était de la fumée aux yeux. C'était bien joué, sauf que ils n'ont pas finolé la dernière partie. Et là, je pense qu'ils n'iront pas loin. Merci, docteur Lamia Boudissa. Merci, Adel Jabbar. Merci, Abdou Benjoudi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Préservez-vous. Dites-vous bien que porter un masque, c'est plus protéger l'autre que se protéger soi-même, pour avoir la conscience tranquille, pour se dire qu'on n'a pas aidé à la propagation du virus, pour se dire qu'on n'a pas tué qui que ce soit. Khawal la khair, salama.